Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'actualité. Après 7 ans de négociations, le 30 octobre, le Canada et l'Union européenne ont enfin signé leur traité de libre-échange, le CETA. L'accord réduira les tarifs douaniers et facilitera l'ouverture des marchés. Cependant, le processus vers la signature du traité et la ratification à venir par les parlements des pays membres de l'Union européenne a été entravé par de multiples obstacles. Le CETA, ou l'accord économique et commercial global, fut signé dimanche 30 octobre par le Conseil européen et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors du sommet canado-européen à Bruxelles. Après 7 ans de négociations, cet accord est le premier que le bloc européen a réglé avec un grand pays industrialisé et de plus un des traités de libre-échange les plus progressifs et modernes au monde. Ainsi, le CETA pourrait définir la direction prise par les futurs accords commerciaux et pourrait indiquer quelques obstacles qui empêcheraient un tel accord. Et en ce moment, deux autres accords majeurs sont en négociation, le TTIP et l'accord à venir probable entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit. Donc, quelles sont les stipulations du traité? Tandis que les dispositions individuelles du CETA comprennent une grande variété de questions quant à l'échange entre les deux partenaires, en général, toutes les questions sont désignées à soutenir au moins un des trois piliers, soit la croissance économique, soit le développement social, soit la protection environnementale. Tout d'abord, le traité réduira les tarifs douaniers en additionnant annuellement à environ 500 millions d'euros sur les biens provenant de l'Union européenne. Mais quel est le but ultime de cette clause? À éliminer tous les tarifs sur les biens industriels entre les partenaires en l'espace de 7 ans. Cette action améliorera l'accès de l'Union européenne aux consommateurs canadiens aisés et fournira un marché plus vaste pour les exports. Les partenaires d'échange ont aussi convenu d'être coopératifs avec les réglementations des produits et les lois sur la propriété intellectuelle au profit de tous impliqués. Par exemple, ils utiliseront des évaluations de la conformité dans les secteurs du jouet, de l'électronique et de l'équipement de mesure parmi d'autres. L'utilisation de cette standardisation réduira les frais encourus par les entreprises qui ne doivent plus réaliser les mêmes tests de sécurité deux fois. Davantage, le Canada va aligner sa loi sur le droit d'auteur avec celle de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui protégera mieux les droits d'artistes et d'auteurs européens, encourageant ainsi l'innovation. Malgré la concurrence accrue par la réduction des frais et des tarifs d'import, le Canada va permettre aux entreprises européennes d'obtenir des contrats publics canadiens. Mais ce qui est important avec cette clause, c'est que pour la première fois, cette clause s'appliquera à tous les niveaux de gouvernement, y compris les autorités provinciales responsables pour une grande portion des dépenses publiques de la nation d'environ 30 millions d'euros chaque année. Néanmoins, l'ouverture du marché des services devrait contribuer à plus de la moitié de la croissance économique européenne et promettra le mouvement libre des ouvriers et des services entre les partenaires d'échange. Enfin, le Canada et l'Union européenne travaillent ensemble pour promouvoir l'investissement qui va mettre les investisseurs étrangers et domestiques en situation équitable. Toutes ces stipulations fait du CETA l'accord de services et d'investissement le plus progressif de l'Union européenne jusqu'à présent. Bien que les deux côtés aient officiellement signé le traité, l'adoption pleine et entière viendra seulement après la ratification par les parlements respectifs des pays membres de l'Union ce mois, décembre. Donc, quels étaient les obstacles confrontés pendant les négociations? Malgré son succès, le CETA exigeait une durée de négociation de 7 ans pour deux partenaires de culture et langue similaires à signer un accord officiel. Le processus de négociation approchait avec la bonne volonté
avancées des deux côtés, confrontés des obstacles importants qui montrent l'inquiétude croissante vis-à-vis de la mondialisation et de l'inefficacité de l'Union européenne. Dans les dernières semaines précédentes de la signature de l'accord, le processus d'approbation était davantage entravé par l'opposition d'une région francophone de la Belgique qui s'appelle Wallonie. Afin de donner un peu de perspective, la Wallonie a une population de 3,6 millions de personnes et représente 10% de la population canadienne et moins d'1% de la population de l'Union européenne. Néanmoins, grâce à la vétocratie de l'Union européenne, les Wallons pouvaient mettre un veto au CETA jusqu'à ce que leurs entrées régionaux, comme en ce qui concerne les droits d'agriculture et l'autorité gouvernementale, fussent prises en compte dans un ajout à l'accord originel. Une des raisons principales pour le refus du CETA impliquait les effets sur le secteur agricole. Pendant que les fermes et les produits alimentaires ont été auparavant subventionnés et protégés par le gouvernement, le nouveau traité donne aux producteurs de bœuf et de porc canadiens plus d'accès au marché européen. Les Wallons avaient peur d'une poussée des imports de viande qui feront concurrence avec leurs produits domestiques. Mais la dernière inquiétude des Wallons implique le processus d'arbitrage controversé dans la proposition du CETA. L'accord s'approprie un système juridique indépendant qui réglerait les disputes présentées par les États et les investisseurs étrangers. Les Wallons craignent que ce système donne trop de pouvoir aux multinationales en leur promettant et en leur fournissant le pouvoir de dicter la politique publique. Cependant, beaucoup de gens en dehors de la région de Wallonie partagent cette inquiétude du pouvoir croissant des multinationales dans le marché de plus en plus mondialisé. Mais quelles sont les implications pour les futurs accords commerciaux ? Puisque le CETA est le premier accord que l'Union européenne a négocié avec un autre grand pays industrialisé, on a beaucoup discuté ces implications pour les futurs traités de libre-échange, y compris le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou le TTIP, avec les États-Unis et l'accord qui viendra probablement avec le Royaume-Uni peu après le Brexit. Mais l'accord commercial bilatéral proposé aux États-Unis créerait la plus grande zone de libre-échange au monde et apporterait une croissance économique de plus de 90 milliards d'euros pour les deux parties concernées. D'après la chancelière allemande Angela Merkel, le succès du CETA ouvrira la voie à la signature finale du TTIP. Mais les électeurs sont moins enthousiastes. Ceux qui s'opposent au TTIP prétendent qu'il sape les mesures de protection environnementale et qu'il corrompt les droits des ouvriers et des consommateurs. Bien que le CETA soit un pas vers la régulation de la mondialisation entre deux économies fortes, aboutir à un accord sera sans doute plus difficile entre deux partenaires d'échange dominants sur la scène globale, comme les États-Unis et l'Union européenne. Après 7 ans de négociations à l'amiable pour le CETA, les perspectives sont décourageantes pour voir naître un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. D'autant plus que la nature de ces accords serait intrinsèquement différente. Par exemple, alors que le pacte Canada et l'Union européenne est fortement axé sur l'échange des biens, l'économie britannique dépend beaucoup plus des services. Donc ils auront besoin de parvenir à un arrangement susceptible de mieux satisfaire leurs entrées domestiques. Après avoir fait un effort pour quitter l'Union européenne en l'espace de 2 ans, le Royaume-Uni se concentrera probablement sur l'établissement de barrières commerciales protectrices plutôt que sur la réduction des tarifs et du quota. Donc quelle est la prochaine étape pour le CETA ? La ratification. Après avoir été retardé par le désaccord belge, il faut, pour que le CETA devienne définitif, qu'il soit ratifié par chacun des pays membres de l'Union européenne.
Cependant, le traité pose 3 problèmes constitutionnels pour quelques pays. Par exemple, le premier concerne les privilèges offerts aux investisseurs internationaux au détriment des investisseurs domestiques. Par exemple, les Canadiens, en l'occurrence, seront autorisés à intenter une action contre un État qui ne respecte pas les stipulations du CETA, mais les Européens n'auront pas le même droit. Deuxièmement, on prétend que la création d'un comité mixte qui se compose des représentants du Canada et de l'Union européenne, mais qui exclut les représentants des États membres, porte atteinte à leur souveraineté nationale. Les plus pointueux diront que parmi les 1500 pages du traité relatif à l'environnement, il est inquiétant que le mot précaution est introuvable. Mais selon un professeur de droit constitutionnel, ce manque de souci contredit le but d'imposer les mesures de contrôle préventif aux autorités publiques afin de préserver l'environnement. La campagne de promotion du CETA dans chacun des pays membres de l'Union bat son plein ce mois. Considéré comme le traité de libre-échange le plus progressiste au monde, ouvrant la porte aux nouvelles opportunités, le CETA a le potentiel de donner l'exemple aux futurs accords commerciaux. Cependant, alors que les sénateurs croient que le CETA protège les intérêts importants, peut-être les parlements penseront autrement. Merci d'avoir regardé notre émission ce soir et bonsoir.